Bonjour, chers amis. Question-réponse numéro 6. Alors, comme vous posez beaucoup de questions, je suis obligé de faire plein de vidéos pour vous répondre, et c'est avec plaisir, puisque en ce moment j'ai du temps de libre. Je suis en écriture, je suis en train d'écrire mon bouquin. Voilà, d'écrire un livre sur tous les sujets que je touche ici, dans ces vidéos, de la géométrie sacrée au corps subtil, au développement de soi, à l'ascension, etc. Donc, je suis en écriture, mais j'ai du temps de libre quand même, et je vous réponds avec plaisir. Alors, vous m'avez demandé de faire une vidéo sur des sujets très divers, mais très intéressants. Le premier, on m'a demandé sur l'euthanasie, qui est un sujet effectivement très controversé. Alors, c'est pas facile de parler de ce genre de choses et d'avoir une opinion tranchée. En fait, euh, si vous voulez, une personne a un plan de vie bien précis, son âme a également programmé un plan de vie pour cet ego, hein, pour son ego qu'elle envoie sur le plan physique, à travers ce triple corps qu'est notre personnalité. Et il n'est pas non plus bon pour une personne de devoir rester sur la planète trop longtemps alors que son temps est déjà épuisé. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, je pointe le doigt sur l'acharnement thérapeutique de personnes qui sont déjà mortes cliniquement, hein, et qu'on a ramenées à la vie, alors qu'en fait, pour elles, c'était l'heure de partir. Leur expérience était terminée, l'expérience de leur âme était terminée, elles ont été rappelées, hein, afin de se réincarner pour d'autres expériences. C'est bien le fait de les avoir réanimées, euh, contrecarre, retarde leur évolution. Alors vous allez me dire, mais pourquoi dans ces cas-là, l'âme ne coupe tout simplement pas le fil de vie? Oui, c'est pas si simple. Après, il y a d'autres personnes qui ont, dans leur programme de vie, effectivement de mourir cliniquement et de revenir. Donc, vous voyez que c'est pas simple. De plus, doit-on ramener à la vie, ou doit-on garder coûte que coûte en vie des personnes très âgées qui ont une Alzheimer, par exemple, qui ne se souviennent même plus de ce qu'elles ont fait 10 minutes avant? Est-ce vraiment, vraiment utile de faire cela? Dans le cas de personnes qui souffrent et qui ont des maladies incurables et qui ont des grosses, grosses souffrances, des souffrances insoutenables, mais qu'on maintient quand même en vie parce que l'éthique veut qu'on ne tue pas les gens. C'est effectivement des sujets délicats. C'est pas facile de répondre à cette question. Euh, Si vous voulez, moi je pense que une personne qui souffre épure le karma qu'elle avait, épure son karma négatif, mais c'est pas pour ça qu'elle doit aussi vivre des choses insoutenables. Quand une personne est effectivement, par exemple, dans une situation de souffrance incommensurable et qu'on la maintient quand même en vie à coups de morphine et à coups de médicaments et qu'elle n'a plus de vie en réalité, hein, elle n'est que souffrance, souffrance et alternative entre antidouleur plus ou moins puissant et souffrance. Si elle-même réclame à ce qu'on arrête son expérience physique, je pense que le libre arbitre de chacun doit être respecté, sans que ce soit pour autant un suicide. Il faut faire preuve d'humanité, il faut faire preuve d'écoute, il faut faire preuve d'intelligence, il faut essayer de prendre en considération l'humain dans son ensemble, de manière holistique, c'est-à-dire ne pas seulement le prendre comme une personnalité, et puis non, il faut considérer aussi qu'il y a une vie après la mort et qu'on est venu pour faire des choses précises. Euh, c'est pas facile, encore une fois, c'est pas facile du tout. Dans le cas d'une personne âgée ou qui est dans le coma et dont on sait qu'elle ne reviendra pas, comme c'était le cas de, par exemple, du comédien Mousse Diouf, que j'ai connu, et dont j'ai connu la femme aussi. Euh, Mousse Diouf qui est resté plus de 3 ans dans le coma et on savait qu'il était mort sur le plan cérébral et qu'il ne reviendrait pas, a été maintenu donc 3 ans comme ça. C'est c'est inhumain pour la famille, c'est inhumain pour son fils, c'est inhumain pour sa femme, mais elle-même ne voulait pas qu'il parte. Donc tout dépend de l'état de conscience de chacun. Moi j'ai connu une personne dont le grand-père, qui était déjà parti, était déjà mort en fait si vous voulez, était en train de littéralement de pourrir en fait dans son lit d'hôpital. Il ne pesait plus que 30 et quelques kilos à la fin. Les médecins n'osaient même plus le retourner dans son lit parce qu'ils avaient peur de le casser, tellement il était devenu un squelette vivant en fait. Mais il était toujours, le cœur battait toujours.
Et ben voilà, donc, on l'a laissé comme ça jusqu'à ce que ça a duré plus de 3 ans. J'estime pour ma part que ce n'est pas très humain de laisser finir des gens dans ces conditions-là, euh, sans aucune dignité. Euh, voilà, encore une fois, c'est à chacun de voir qu'est-ce qui est humain, qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce que vous croyez en la vie après la mort, en la réincarnation? Est-ce que vous croyez que votre vie n'est qu'une expérience et qu'on en a d'autres à vivre derrière? Si vous estimez cela, si vous pensez que c'est une réalité et que c'est une philosophie à adopter, dans ce cas, vous ne devez pas trouver inhumain de mettre un terme à la vie de gens qui souffrent comme les cas que je viens d'exposer juste avant. Si vous estimez qu'on n'a qu'une seule vie et que la mort est une punition et que c'est injuste, que nous devions passer par là et que c'est pas bien de tuer les gens, ce qui est vrai hein, globalement, mais si vous estimez que la mort est une injustice et que c'est la pire des punitions qu'on puisse avoir et que c'est la fin de la vie et qu'il n'y a rien derrière, évidemment vous allez tout faire pour que les personnes restent en vie le plus longtemps possible, même si elles perdent toute dignité, même si elles se font pipi caca dessus sans en avoir conscience, et que toute leur vie elles vous ont dit dans les yeux, si un jour j'en arrive là, surtout tu m'achèves. Voilà. Donc, moi je sais personnellement, si une personne que j'aime me demande de la débrancher si un jour elle en arrive à cet extrême, je sais que je le ferai. Voilà, je le ferai. Par humanité. Après, est-ce qu'on a le droit d'intervenir dans le programme de vie des gens? Bah, les médecins ne s'en privent pas, eux. Hein. Ils ne s'en privent pas avec l'acharnement thérapeutique à ramener des gens qui souffrent, qui ont des maladies incurables, qui vont mourir dans d'atroces souffrances. Ils ne s'en privent pas de les garder en vie le plus longtemps possible, ils ne s'en privent pas du tout. Alors que si ces gens n'avaient pas été traités par la médecine, ils seraient morts depuis longtemps, ils n'auraient pas eu ces souffrances-là. Hein. J'ai eu le cas d'une autre personne aussi dont le mari avait une tumeur au cerveau. On savait qu'il en avait pour maximum 1 an et demi. Et ben, ils ont quand même fait une chimio, ils ont quand même fait des rayons, alors qu'ils savaient pertinemment, je parle du médecin, savait pertinemment qu'il n'y avait aucun traitement pour ce qu'il avait. Aucun. C'est-à-dire que c'était même pas la peine de tenter le traitement puisque c'était cuit d'avance. Ils lui ont dit, voilà, on n'a rien, mais on peut essayer des trucs, c'est-à-dire on va faire des expériences. Voilà. Il a dit oui, lui, parce qu'il croyait à la médecine, parce qu'il y a cru, il a fait confiance aux médecins. Et puis en fait tout ce que ça a fait, cette chimio et ces rayons, bah, ça l'a complètement tué en réalité, puisque ça a affaibli toutes ses défenses immunitaires. Résultat des courses, au lieu de se battre, il aurait peut-être eu une chance de s'en sortir, mais il n'en a plus aucune, et il a fini comme un légume, euh, alors que c'était un prof de karaté, de plongée, un sportif, voilà. Bon. Il pesait aussi 40 kilos à la fin. C'était un costaud. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, je n'adhère pas à cette façon, à cette vision des choses. Surtout quand, en plus, dans le cas de ce monsieur qui avait cette tumeur au cerveau, c'était une tumeur qui n'évoluait pas, qui ne pouvait pas métastaser et qui n'évoluait pas. C'est-à-dire qu'elle ne grossissait pas. Il avait simplement des maux de tête terribles. Est-ce que ça valait vraiment le coup de faire une chimio et de se foutre la santé en l'air et au final de finir dans une embolie pulmonaire, dans une infection pulmonaire? Parce que ce qui s'est passé, il n'est pas mort de sa tumeur au cerveau, il est mort de son infection pulmonaire. Parce qu'il n'avait plus aucune défense, et parce que la chimio c'est un poison, hein. Il faut le dire quand même. Donc en fait pour moi il a été empoisonné par la médecine. Hein. Voilà, donc je suis un petit peu dur sur voilà, mais c'est un petit peu ce que je pense. Donc si vous voulez, c'est à chacun de savoir où se situer par rapport à ça. Si vous estimez que notre incarnation physique et notre expérience physique a un but précis, qu'elle a un début, une fin et que nous en aurons d'autres derrière, à quoi bon s'acharner à garder les gens en vie sur cette planète alors que c'est une planète de souffrance et une planète où on ne rigole pas quand on est en fin de vie. Hein. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut achever systématiquement toutes les personnes qui commencent à avoir mal quelque part ou qu'il faut tuer les vieux dès qu'ils commencent à plus pouvoir faire grand chose. Ça, c'est pas du tout mon discours. Voilà. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce sujet parce que c'est un sujet délicat. C'est comme l'avortement dont on pourrait parler aussi. Bon, l'avortement, c'est pareil. Je veux dire, si par exemple une grossesse est le fruit d'un viol, est-ce que vous croyez sincèrement que l'enfant va être élevé dans l'amour? Sincèrement. Est-ce qu'on ne va pas déjà dès le départ donner à cet enfant des handicaps terribles? Dans le cas d'une grossesse où on sait qu'il y a une malformation, par exemple, ou par exemple, simplement la maman ne veut pas de cet enfant, ou le couple ne veut pas de cet enfant, pourquoi
vouloir imposer systématiquement. Non, on doit pouvoir choisir. Un enfant qui n'est pas encore né n'est pas un enfant. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un être vivant, mais il n'est pas encore une âme incarnée dans un corps. Pas encore. Donc, voilà. Après, je parle jusqu'à 3 mois de grossesse, hein, parce qu'à partir de 3 mois, l'âme s'accroche au fœtus. Avant 3 mois, non. C'est pas pour rien que d'ailleurs dans la tradition judaïque et même chrétienne, euh, chez les juifs, hein, on tolère l'IVG jusqu'à 3 mois, parce qu'ils le savent. Ils savent très bien que l'âme s'accroche au fœtus à partir de cette période. Voilà. Donc, même de toute façon, même après, en réalité, même au bout de 4 ou 5 mois, c'est pas encore un enfant. Je veux dire, c'est pas un être qui ressent des choses, qui pense, qui n'est pas encore attaché à ses parents, il n'a pas encore de sensibilité, il n'est encore qu'un corps en formation. L'âme est ailleurs de cet enfant, il est encore dans d'autres plans. Donc refuser qu'il vienne s'incarner sur Terre n'est pas une punition pour lui, puisqu'il ne se réincarnera, donc toute façon, cette âme va se réincarner dans un autre corps, un autre bébé. Quel est le problème? Voilà. Après, se servir de l'IVG comme moyen de contraception, parce que je sais qu'il y a des jeunes filles qui ne prennent pas la pilule et qui voilà, qui n'utilisent pas le préservatif et qui pratiquent l'IVG comme si c'était un moyen de contraception. Évidemment, là, c'est extrêmement dangereux. Savoir que des fois, un seul IVG peut priver une femme d'avoir des enfants indéfiniment. Il faut faire très attention. Voilà. Mais sinon, c'est pas un assassinat, un IVG. Hein. Il ne faut pas tout confondre. Je n'aurais pas le discours de ces extrémistes chrétiens comme Madame Boutin. Voilà. Alors, vous m'avez demandé, je vais passer du coq à l'âne parce que c'est des sujets un petit peu lourds, de vous parler des crop circles. Sujet très intéressant. Les crop circles, vous savez, ce sont ces dessins géants qui se forment dans les champs, surtout en Angleterre, dans la région de Stonehenge. Alors pourquoi dans cette région? Probablement parce que c'est un vortex, hein, c'est un vortex énergétique de la planète. Et c'est l'endroit où se dessine et se produit 80% des crop circles mondiaux. Alors c'est très étrange effectivement, mais c'est pas un hasard je pense. Hein. Qu'est-ce que les crop circles? Alors ce sont des dessins à forme géométrique sacrée qui apparaissent en moins de 30 secondes dans les champs de céréales en Angleterre, donc principalement, et qui apparaissent alors de façon relativement mystérieuse, mais on sait maintenant qu'il y a exactement comme vous savez, ces ovni drones qui ont survolé nos centrales nucléaires récemment. Si vous faites une recherche, vous verrez que ce ne sont pas du tout des drones, mais que ce sont des entités ou des ovnis, hein, des objets volants non identifiés, ce qui ne veut pas dire des soucoupes volantes, mais des objets volants non identifiés. Eh bien, on s'est rendu compte que pour les crop circles, qui apparaissaient comme ça en 10 ou 15 secondes, il y avait le même phénomène, hein, c'est-à-dire des ovnisphères lumineux qui tournent dans un champ, qui produisent un genre d'infrason, ou enfin, ils doivent se servir d'une fréquence sonore, et le dessin apparaît quasiment instantanément dans le champ. Alors c'est pas du tout pour moi quelque chose d'extraordinaire, puisque je vais essayer d'incruster ça dans cette vidéo. Si vous voyez bien, vous allez voir que les fréquences sonores, à partir de la matière inerte, créent les formes géométriques, vous allez voir. Et vous allez voir que les crop circles ressemblent de très très près à ces formes géométriques et qu'elles se forment pratiquement, à mon avis, exactement de la même façon. Voilà. Donc, vous avez vu que ça se forme comme ça. Les dessins sont exactement les mêmes que les dessins formés dans le sable à partir de ces fréquences sonores. Et on peut retrouver dans les crop circles anglais des micro-ondes qui sont mesurables et qui même sont tellement puissants qu'ils empêchent les appareils électroniques de fonctionner, comme les caméras, les appareils photo et même parfois les moteurs d'hélicoptères qui survolent. Donc c'est un phénomène réel qui n'est plus discuté par la science, parce qu'au début on a voulu tourner ça en dérision en disant que c'était une bonne blague des agriculteurs. Bien sûr, les agriculteurs n'ont que ça à faire de détruire des hectares de champs pour faire des dessins d'une complexité incroyable avec une perfection hallucinante en moins de 10 minutes. Ils ont bien sûr que ça à faire, et ils ne sont pas du tout capables de faire ça, il faut quand même dire ce qui est. Et ce sont des dessins qui font des fois plusieurs centaines de mètres de diamètre, hein. C'est gigantesque.
Alors, pour y être allé moi-même à l'intérieur d'un de ces crop circles, j'ai été irradié. Hein. J'ai été irradié, c'était pourtant au mois d'octobre, et le champ avait été labouré, donc il ne restait plus qu'une petite partie de ce dessin, mais il était toujours visible. Il est apparu à côté d'un site sacré archéologique, d'un dolmen en fait, qui avait plusieurs millénaires déjà, comme par hasard, donc à côté d'un vortex, et juste à côté de la colline de Silbury, qui est également une pyramide artificielle. Euh, j'ai été irradié, et c'est suite à cette irradiation que j'ai commencé moi-même à voir intérieurement des formes géométriques et à m'intéresser à la géométrie sacrée. Donc je pense personnellement que les crop circles sont là pour éveiller notre ADN, pour activer des codons dans notre ADN et pour réactiver, euh, pour nous reconnecter avec, avec la source, avec la géométrie sacrée qui nous crée, que nous sommes faits en géométrie sacrée, nous aussi, et pour nous reconnecter à la source. Alors, il y a beaucoup de versions qui circulent qui disent que ce sont les habitants de Sirius qui font ça, d'autres qui disent que ce sont les habitants de la Lyre, d'autres qui disent que ce sont des Pléiadiens qui font ça. Sincèrement, je ne sais pas. Voilà, je ne vais pas avancer des choses. Moi, je n'ai pas de preuves. C'est évident que ce n'est pas fait par des militaires, ce n'est pas fait par des êtres terrestres, donc c'est fatalement des êtres qui sont de notre région, soit du système solaire, soit de la Voie lactée, je ne sais pas. Euh, mais ils font ça pour nous aider et pour élever nos vibrations. Il nous suffit de regarder le dessin d'un crop circle pour que ça nous interpelle et pour que ça nous éveille et réactive nos codons. Nous n'avons pas besoin de nous y rendre physiquement. Hein. Et d'ailleurs, c'est même déconseillé parce que, comme je vous ai dit, il y a des radiations. Il y a des radiations micro-ondes, il ne faut pas y aller. Il vaut mieux regarder le champ de loin. De toute façon, ce dessin va réactiver vos codons ADN. C'est fait pour ça. Pour moi, c'est fait pour ça. Voilà. Je suis à peu près convaincu que c'est fait pour ça. Je suis même convaincu que Stonehenge, qui est dans la région du Wiltshire, hein, cette région où apparaissent les crop circles, je suis même convaincu que Stonehenge est un site où les druides de l'époque ont voulu marquer définitivement ce crop circle qui a dû apparaître à cet endroit-là, et ils ont dû vouloir mettre des pierres sur le dessin afin de conserver au fil des années et des siècles ce dessin. Voilà, c'est ce que je pense, c'est ma version. Je pense que Stonehenge en elle-même est un crop circle sur lequel on a mis des pierres pour que ça ne disparaisse pas. Voilà. Donc nous sommes de toute façon, comme vous le savez, nous sommes surveillés, nous ne sommes pas tout seuls. Regardez encore une fois nos centrales nucléaires se faire survoler par un Merkaba, par un ange, encore une fois. Nous sommes surveillés de près, nous ne sommes pas seuls. Si demain on arrivait à une guerre nucléaire, ça ne sera pas jouable. On ne nous laissera pas faire. Hein. Même si on a le temps d'en faire sauter une ou deux, ça s'arrêtera là. Ça sera déjà beaucoup trop. Et nous ne sommes pas seuls. Voilà. Il faut bien comprendre ça. Et si vous avez l'impression d'être seul, c'est une illusion. Vous êtes seul peut-être ici, sur cette planète, mais vous ne l'êtes pas. Et il suffit de vous reconnecter avec votre source par le biais de la méditation et en construisant votre Antakarana, et vous verrez que vous n'êtes pas seul. Voilà, donc pour les autres questions, alors non, les autres questions je ne vous répondrai pas tout de suite parce que ça correspond à la vidéo que je vais faire sur cette géométrie sacrée que je vais finir par faire à un moment donné. Voilà, donc ça j'ai répondu déjà là-dessus. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation à tous et à toutes et bon courage. Au revoir.